route pour les 24 heures. Un podcast Le Maine Libre, Ouest France et Sweet FM. Jonathan Latteur. Bonjour à tous, on est à peu près un mois des 24 heures du Mans, édition 2024. Et c'est la suite de nos rendez-vous en route vers les 24 heures. Et 5e épisode avec Marc Moreau du Maine Libre. Bonjour Marc. Bonjour Jonathan. Et Guillaume Nedelec de Ouest France. Salut Guillaume. Bonjour Jonathan. Ravi de te retrouver puisque tu étais resté bloqué. Marc nous avait donné l'info, je crois, à Spa pour goûter les frites restantes après la course, c'est ça ? Elles étaient excellentes, mais il n'y en avait plus beaucoup, comme il y a eu des prolongations. Mais on a quand même pu faire un petit comparatif. Très bien. Et surtout un invité exceptionnel aujourd'hui puisque c'est Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest qui est avec nous. Bonjour Pierre Fillon. Bonjour à tous. Et merci d'être notre invité aujourd'hui dans ce podcast En route pour les 24 heures. Vous n'êtes pas venu seul, c'est la petite surprise du jour puisqu'il y a un pilote qui se trouve à votre gauche. Présentez-le nous pour les auditeurs et téléspectateurs. Eh bien, je suis venu avec Adrien Tambay. Adrien va vous raconter tout son palmarès, mais Adrien est champion du monde de TCR. Mais surtout, Adrien va devenir le pilote de la H24 aux côtés de Norman Nato et Stéphane Riquelme. Et donc, on est très heureux d'accueillir Adrien dans cette belle aventure qui est H24. Aventure hydrogène. Bonjour Adrien. Salut à tous. Et merci d'être là aussi, ça nous fait très plaisir. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail, en longueur, mais en quelques mots, ça vous fait plaisir de rejoindre ce programme fait d'innovation ? Ah oui, je crois que dans tous les cas, je représente la première génération de pilotes qui doit vivre cette transition écologique et faire partie de cette recherche et ce développement dans le sport automobile pour bénéficier à tout le monde. C'est un vrai laboratoire et avoir l'honneur de faire partie de ces pilotes-là qui seront ambassadeurs avec Mission H24. Tout ça aux 24 heures du Mans, c'est vraiment un privilège et j'ai hâte de monter pour la première fois dans la voiture parce que pour l'instant, je l'ai pas encore essayé. On imagine bien. On a beaucoup de sujets à évoquer. On va parler hydrogène, on va parler de compétition, bien sûr, des règles de sécurité, de l'avenir des 24 heures. On va commencer, Pierre Fillon, par parler du succès des premières manches du WEC, du championnat du monde d'endurance. Beaucoup de monde à Spa, oui, avec un record battu. Beaucoup de monde avant aussi à Imola. On a l'impression que vraiment, il se passe un engouement évident autour en ce moment des courses d'endurance. Oui, je crois que même depuis l'année 2023, qui était avec le summum qui était le centenaire, il y a un engouement pour l'endurance qui est vraiment présent. On a eu effectivement 73 000 spectateurs à Imola. On a eu 90 000 spectateurs ce week-end à Spa, ce qui était un record pour le WEC. Et puis vous savez comment on va être à nouveau à guichet fermé. Donc oui, un réel engouement. On parle de l'endurance comme on en parlait dans les plus beaux jours qu'on a connus autrefois. Alors, ce succès de course, justement, c'est en Europe que ça se passe bien. On verra comment ça prend aussi dans les pays d'Amérique. Mais est-ce que ça donne pas envie de faire un peu plus de courses en Europe, justement, ce succès ? Vous savez, il y a un calendrier qui est déjà assez conséquent. On fait des courses d'endurance, on ne fait pas des courses sprint, c'est des courses longues. Et il faut absolument veiller au coût. Vous savez que la course automobile coûte quand même cher. Donc aujourd'hui, on ne peut pas multiplier les courses. On verra un petit peu dans l'avenir si on envisage d'en rajouter peut-être une, mais on restera sur ces formats. Après, est-ce que les courses peuvent aller dans d'autres pays d'Europe à la place d'autres courses? C'est des sujets qui sont ouverts. Après, on a des contrats avec les circuits. Voilà, donc faire un calendrier d'endurance, c'est assez compliqué. Il y a une volonté chez vous, en tout cas, c'est aussi de préserver l'expérience spectateur, même si on ne peut pas pousser les portes du circuit. Est-ce que ça passe par des nouvelles tribunes, par exemple, sur le circuit des 24 heures ? Est-ce qu'il y a un travail là-dessus qui est fait en ce moment ? Alors oui, on y travaille. Aujourd'hui, on est vraiment à la jauge maximale, à la fois en termes de sécurité, mais surtout pour garder une expérience spectateur qui soit de qualité, parce que c'est vraiment le plus important. Donc on ne peut pas effectivement pousser les murs. Il y a des endroits où on peut peut-être améliorer, enfin des nouveaux endroits sur le circuit, vers le virage Porsche, notamment, sur lequel on est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on pourrait accueillir des spectateurs dans cette zone pour pouvoir effectivement augmenter un petit peu la jauge.
Guillaume, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que de rajouter des tribunes, c'est pas seulement rajouter des tribunes, il faut, je crois, homologuer l'ensemble du circuit pour le moindre changement en termes de zone de spectateurs. C'est Absolument. bien ça. À partir du moment où c'est un établissement qui reçoit du public, et à partir du moment effectivement où vous faites une nouvelle zone spectateur, il faut réhomologuer le circuit, pas côté sportif, mais côté accueil du public. Donc c'est toute une procédure qui prend du temps. On a vu tout un travail qui a été fait sur la route qui mène jusqu'à la Pince-Nardière. Est-ce qu'on pourrait peut-être à l'avenir avoir du public qui peut aller à la première chicane des Hunaudières? C'est quelque chose qui pourrait être possible? Alors ça, c'est un peu un rêve, mais on peut réaliser ses rêves. Effectivement, c'est d'avoir un sentier piéton ou cycliste qui puisse aller peut-être à la première chicane, effectivement, mais aussi aller au virage d'Indianapolis, à Arnage et pourquoi pas jusqu'à Mulsanne. Donc c'est quelque chose qui est dans les... Aujourd'hui, on y réfléchit. Il faut du foncier, il faut de la place, ça j'imagine, pour monter les nouvelles tribunes. Ça, c'est quelque chose qui pose problème ou pas du tout? Non, le foncier, aujourd'hui, en tout cas, ce qui concerne la partie du virage Porsche, c'est faisable. Il y a quelques travaux à faire parce qu'il y a un peu de relief. Il y a un ruisseau qui passe là, oui, que vous savez, qui est à l'origine des phares anti-brouillard. Le roule-crotte, c'est ça? Oui, on peut l'appeler comme ça. Très joli, absolument. Mais donc ça c'est possible. Mais après, vous savez, le chemin piétonnier qu'on voudrait faire effectivement jusqu'à Arnage et Mulsanne, on a une bonne partie des terrains aujourd'hui, entre la ville du Mans, le syndicat mixte et la CO. Mais voilà, petit à petit, on va les mettre bout à bout et c'est vraiment un projet qu'on voudrait avoir terminé pour 2030. Donc si ça se trouve, Adrien, la prochaine fois que vous ferez les 24 heures du Mans, il y aura peut-être du monde dans les tribunes à la première chicane. En plus, je l'ai fait qu'une fois et c'était l'année du Covid à huis clos. Donc j'ai hâte de le refaire dans de vraies circonstances. Vous verrez l'ambiance dans les virages Porsche avec les barbecues, c'est quand même extraordinaire. C'est clair que j'ai pu ressentir à plus de 300 km/h dans les Hunaudières le frisson la nuit en essai, parce que j'ai pas eu la chance de rouler la nuit en course, on a abandonné avant. Mais j'ai eu des frissons sans même avoir de spectateurs présents. Donc j'imagine à quel point, j'ai pas vécu la pesée par exemple, j'imagine à quel point ça peut être incroyable et j'ai hâte d'être présent pour cette édition avec Mission H24 et puis ensuite en course un peu plus tard. Vous aurez un rôle cette année déjà, alors évidemment pas au volant, mais est-ce que de faire connaître cette Mission H24 auprès du public, dans le village peut-être? Mais bien sûr, je crois que c'est pour ça aussi que j'ai été choisi avec Norman et Stéphane. On est les ambassadeurs et on veut rester les leaders de l'hydrogène en sport automobile et dans l'endurance. Tout ça lié aux 24 heures du Mans. Pour moi, c'est relativement nouveau. Donc il faut aussi que je fasse l'éponge et que j'écoute mes collègues, les ingénieurs, etc. Mais en tout cas, ça représente déjà pour moi quelque chose de très intéressant d'un point de vue technique. Et quand on est pilote, c'est pas seulement accélérer, freiner. Je pense que c'est un métier très, très compliqué de ce point de vue-là et chaque nouvelle technologie est intéressante. Donc encore une fois, j'ai hâte de m'y plonger. Mm-hmm. On a pris l'habitude avec Marc et Guillaume de débriefer les manches au lendemain, après les dernières étapes européennes à Imola et Spa. On va vous demander votre sentiment, Pierre Fillon, parce qu'il y avait du monde, il y avait un gros succès populaire, et puis également du spectacle, de la bataille en piste, en GT3, et puis également en hypercar. Oui, je crois qu'on a eu 2 courses qui ont été magnifiques. Si on reprend Imola, la course s'est jouée dans les derniers tours avec une bagarre assez intensive, on va dire assez intense, entre la Toyota et la Porsche, avec deux excellents pilotes qui se sont vraiment battus jusqu'à la ligne d'arrivée. En GT3 aussi, avec quelques coups d'éclat. Et puis Spa, on a à nouveau eu une très belle course, extrêmement disputée, que ce soit en GT3, parce que GT3, ça s'est joué quasiment dans le dernier tour, mais il y avait peu d'écart entre le premier et le deuxième hypercar, un petit peu plus après. Évidemment, la course a été interrompue, un drapeau rouge dû à un accident, mais voilà, la course a duré 6 heures au final. Et avec un suspense. Je crois que quand on voit comment les spectateurs se sont levés sur la ligne d'arrivée, ont applaudi tous les pilotes et toutes les voitures, je pense qu'ils étaient contents du spectacle qu'ils avaient eu devant eux. Et puis on a eu une décision qui était inédite, c'est-à-dire de relancer la course, même après la durée, on va dire, estimée de la course, donc 1h44 de plus en prolongation. Ça aussi, c'est un bon signe, c'était un bon signe pour le public et pour le sport. Oui, alors c'était une situation un peu particulière. Un drapeau rouge, en général, ne dure pas si longtemps. C'est vrai que ça a pris du temps de réparer les murs et les rails, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dégâts.
Et puis, on était proche de la fin de la course, finalement. Donc, c'était une circonstance un peu exceptionnelle. Les spectateurs étaient là. On avait la possibilité administrativement de continuer, parce que ce n'est pas toujours le cas. On n'avait pas la nuit qui nous posait un problème également, qui aurait pu raccourcir la course. Et donc, le SCOT sportif le permet. Et donc, les officiels ont pris cette décision. Et je pense que c'est une décision qui a été saluée par l'immense majorité du paddock. Alors on voit à l'heure actuelle, vous le disiez déjà, depuis 2022, on va entrer dans un âge d'or. Si je me réfère à la catégorisation des pilotes, il y a l'or et puis il y a le platine. Est-ce qu'on aura d'autres nouveaux constructeurs qui pourraient arriver? Alors on sait qu'Aston Martin va revenir, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui toquent à la porte du championnat du monde? Écoutez, oui, c'est le cas. Alors effectivement, Aston Martin l'année prochaine. Mais il y a un ou deux constructeurs de plus qui regardent très sérieusement la catégorie hypercar. Après, on va avoir un problème de place. Parce qu'effectivement, si on fait le calcul, ça ferait... Je crois, Marc, vous vouliez évoquer le règlement à 2 voitures qui pourrait arriver aussi. Oui, c'était aussi une question qu'on avait, qui est évoquée dans certains médias, notamment l'apparition d'un règlement qui obligerait les constructeurs en hypercar à avoir 2 voitures minimum, ce qui, dans l'ensemble du championnat du monde, ce qui n'est pas le cas par exemple de Cadillac, notamment cette année, Isotta Fraschini aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est avancé chez vous? Et je vous invite à venir à la conférence de presse des 24 heures du Mans. Oh, du teasing, on aime beaucoup. Il y aura plus d'infos ce jour-là. Mais oui, c'est vrai, vous parliez de la place. À un moment donné, il va falloir faire des choix pour vous? Oui, il faut faire des choix parce qu'aujourd'hui, il y a 37 voitures en WEC. Pourquoi 37 voitures? Parce qu'en fait, on est un peu limité par le nombre de garages sur les circuits. Il y a des circuits qui ont plus de garages que d'autres. Donc ça c'est quelque chose qui nous limite. On travaille actuellement pour essayer de prendre 2 ou 3 voitures de plus l'année prochaine. Donc ça, c'est un travail qui est fait par les équipes et qui devra être validé avec le partenariat CO et FIA. Et puis Le Mans, c'est 62 garages. Aujourd'hui, j'ai pas la place d'en faire plus. Vous savez qu'on va faire des travaux bientôt pour moderniser tout le bâtiment des stands. Et là, on regarde si on ne pourra pas ajouter 1 ou 2 garages. Et d'avoir peut-être aussi 2 voitures dans le même box, est-ce que ça a un temps été évoqué? Est-ce que c'est toujours le cas? Si on veut augmenter de 2 ou 3 voitures, effectivement, le WEC, ça voudra dire 2 voitures par garage pour certains. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Alors, il y a la réussite de l'hypercar, mais il y a aussi la réussite du LM GT3 qui accueille quand même 9 constructeurs, 18 voitures, il y en aura 23 pendant les 24 heures du Mans. Là aussi, le bilan est plutôt positif pour l'instant? Oui, la catégorie GTE était une très belle catégorie. Je crois qu'on arrivait un petit peu au bout de son développement. Aujourd'hui, le GT3, c'est certainement une des catégories où il y a le plus de voitures dans le monde entier. Et donc, on s'attendait effectivement à avoir beaucoup de demandes sur le GT3. Mais oui, les plus grandes marques sont là aujourd'hui. Et tout en gardant c'est pas une catégorie d'usine, ça reste une catégorie pro-am. Et ça, c'était important pour nous. Le fait d'avoir les gentlemen qui continuent à pouvoir participer aux courses, c'était aussi une volonté politique. Oui, c'est Le Mans. Le Mans, ça a toujours été un mélange de GT et de proto, mais aussi de pilotes professionnels et de pilotes amateurs, qui sont des amateurs aguerris quand même, hein, ne nous y trompons pas. Et ça, c'était très important de le conserver. Est-ce qu'on peut réexpliquer justement la différence, si elle existe, entre les GT3 et les LM GT3? Parce que GT3, on les connaissait depuis très longtemps, évidemment, sur les circuits. Alors, la différence principale, elle est technique. C'est parce qu'on a installé des torque-metteurs, donc des couples-mètres, pour mesurer la puissance à la sortie des roues, de façon à améliorer encore la fameuse balance de performance. Mais c'est la différence qui est majeure entre une GT3 et une LM GT3. Ouais. Marc, tu as ta réponse, qu'on en parlait avec Sarah Bovy, qui était notre invitée en début de semaine. Et justement, merci de nous éclairer. Puisqu'on est un peu sur la piste, on va y rester. Est-ce qu'on a des questions? Adrien pourra nous donner son sentiment sur les pneus, sur la chauffe, la non-chauffe des pneus. Vous nous confirmez comment? Ce sera pareil que dans les autres courses précédentes? Les pneus ne seront pas chauffés? Oui, je vous le confirme. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises d'ailleurs. L'année dernière, la situation était un petit peu différente puisque les pneus de LMGTE n'avaient pas été développés pour démarrer à froid. Et c'est la raison pour laquelle, au Mans, on avait remis les couvertures chauffantes
Alors on les a remis à tout le monde parce qu'on ne va pas mettre des couvertures chauffantes pour une catégorie et pas les autres. Mais voilà, aujourd'hui, Goodyear a développé des pneus dans cette optique. Et donc, on n'a aucune raison de remettre la chauffe des pneus. C'était important pour nous de montrer qu'on faisait des efforts pour l'environnement. La chauffe des pneus, c'est des cabanes qui sont souvent chauffées avec du pétrole. Voilà, et donc il faut vraiment qu'on réduise le bilan carbone de nos courses. Je crois que c'est important pour le futur. Et donc, mais il faut que les manufacturiers, effectivement, continuent à faire des progrès pour développer des pneus qui chauffent très vite. Est-ce que vous avez bon espoir aussi que cette mesure soit de plus en plus acceptée, que ce soit par les constructeurs ou les pilotes? Il y avait eu pas mal de grognes plus ou moins mesurées l'an passé, notamment. Là, on a l'impression que peut-être pas que ça se tasse, mais que de toute façon, pas tellement de choix. Finalement, est-ce que vous avez bon espoir que cette mesure-là soit plus acceptée par l'ensemble du paddock? Oui, enfin, je pense qu'aujourd'hui, cette mesure est acceptée par tout le paddock. Adrien pourra peut-être en parler un petit peu, mais cette année, c'est un non-sujet. Alors, il y a des pour et des contre, toujours, quand on parle de ce genre de choses. Et par exemple, moi, en tant que pilote, j'ai toujours aimé quand on pouvait faire la différence. Alors, certes, il faut que le pneumatique soit développé pour ne pas pour chauffer tout seul, entre guillemets, mais partir avec des pneus froids, ça met en avant les qualités du pilote. Sa manière de chauffer les pneus le plus rapidement possible, sa manière d'être un peu comme un funambule sur les premiers virages. Pour moi, j'ai un papa qui a roulé dans les années 80 en Formule 1, qui a roulé dans l'âge d'or des 24 heures du Mans, et je vous avoue que ça me manque parfois. Donc si en plus de ça, on est capable de respecter l'environnement et d'éliminer des choses dont on n'a pas besoin, pour moi c'est parfait. Et d'autant plus que ça devient, comme disait Adrien, un élément stratégique. On a vu sur le début des courses cette année, ça a redonné des cartes par moment. Je pense notamment à Imola, où le choix des pneus justement a été paradoxal. Donc là aussi, peut-être il y a une satisfaction de redonner les cartes à un moment dans la course. Oui, ça peut aussi effectivement contribuer à l'intérêt de la course et surtout la stratégie qui prend encore une place plus importante. Voilà, mais c'est sûr qu'il faudra avoir un pilotage qui sera différent au Mans cette année, s'il fait froid ou s'il fait chaud la nuit, etc. Mais voilà, on a eu la chance cette année à Spa quand même de ne pas avoir un temps comme on peut l'avoir parfois, puisqu'on a déjà eu de la neige. Finalement, ça s'est inversé. C'est l'Italie. Voilà, mais non, honnêtement, c'est un sujet dont on ne parle plus cette année. Je ne sais pas si vous avez entendu, Guillaume et Jonathan, il y a quelques minutes, Monsieur Fillon, vous avez évoqué une certaine balance de performance. C'est un sujet qui fait beaucoup débat dans le paddock, même si, on le rappelle, pilotes, ingénieurs, teams n'ont pas le droit d'en parler publiquement. Est-ce que vous pouvez rappeler les grands principes de cette BOP ? Vous en avez parlé beaucoup, mais c'est vrai que pour le grand public, parfois, c'est un peu difficile à cerner, de se dire, mais en fait, pourquoi un constructeur arriverait et aurait les mêmes moyens qu'un constructeur, allez au hasard, comme Toyota, qui est là depuis 12 ans en WEC? Alors, tout d'abord, c'est vrai, les pilotes et les compétiteurs, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'en parler, mais c'est que c'est un sujet extrêmement technique et qui doit être traité en interne, j'ai envie de dire, parce que c'est un élément technique de la course. Après, il faut... Alors, deux choses. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette balance de performance? Parce que si vous m'aviez dit il y a 10 ans qu'il y aurait une balance de performance dans la top catégorie du Mans, j'aurais fait ça pour une plaisanterie. Mais voilà, les choses ont évolué, le monde a évolué, et voilà, on avait 2 ou 3 constructeurs dans les années 2010-2015, mais les coûts pour concourir étaient vraiment extrêmement élevés, et finalement on n'attirait plus les autres constructeurs. Limite, en fait. Non, il n'y avait pas de limite de budget, et seuls vraiment les constructeurs très aisés pouvaient se permettre de faire la course. Et donc, pour nous, il fallait absolument réduire les coûts, et pour réduire les coûts, vous n'avez pas 36 solutions, parce que vous n'empêcherez jamais les compétiteurs d'essayer de gagner, ils sont là pour ça, et donc il faut avoir un cahier des charges très strict, empêcher le développement. C'est vrai qu'en endurance, dépenser des milliers d'euros pour gagner un dixième de seconde avec de l'aéro, c'est pas très intéressant. Autant en Formule 1, ça peut l'être, autant c'est pas du tout l'objectif de l'endurance. Donc cette balance de performance, elle a permis, dans un premier temps, d'attirer beaucoup plus de constructeurs, puisque aujourd'hui,
on connaît le budget de l'année et on sait qu'on ne va pas le dépasser. Donc les teams n'ont pas besoin d'aller voir leur board pour demander un complément de budget en cours d'année, ce qui était très compliqué et ce qui était un élément qui faisait peur à pas mal de constructeurs. Donc ça a été un élément qui nous a permis d'avoir aujourd'hui 9 constructeurs en WEC. Ça, c'est le point le plus important. C'est pour ça que ça a été mis en place. Le second point, c'est qu'on a quand même des voitures qui sont un tout petit peu différentes. Parce que le règlement a évolué. On a beaucoup travaillé, vous le savez, avec la FIA d'un côté, avec l'IMSA de l'autre. Le championnat d'endurance américain, ce qui permet aux deux voitures avec les LMDH de faire dans les deux championnats. Tout à fait. Et donc on est parti au départ avec ce qu'on appelle les LMH. En fait, une LMH, c'est simplement une voiture qui est construite à 100% par un constructeur de A à Z dont le règlement permettait d'avoir 4 roues motrices, notamment. C'est une des grosses différences. Et peut-être un peu plus de liberté. Et puis, ce LMDH qu'on a créé, effectivement, qui est là un produit où le constructeur achète une voiture à un constructeur de châssis. Il y en a 4 sur le marché aujourd'hui, qui ont été retenus, et il met son moteur et sa carrosserie et fait son design. On a fait en sorte que toutes ces voitures aient un poids assez proche, et également des fenêtres aérodynamiques assez proches, de façon à ce que les voitures, ce qu'on a créé une fenêtre de performance. C'est un peu technique, ce que je vous explique là, mais vous allez voir. C'est important que vous l'expliquiez. Vous allez voir où je vais en venir. Et donc après, il reste des petites différences, parce que dans cette fenêtre, elle n'est pas. Elle a un certain espace, et il y en a qui sont en haut de la fenêtre, d'autres en bas. C'est pour ça que vous avez entre les voitures des petites différences de poids ou de puissance, puisque la performance d'une voiture, c'est le poids, la puissance et l'aéro. Après, il y a le pilotage qui est extrêmement important, mais celui-là, il n'est pas balancé. C'est aussi le but de cette BOP, c'est de mettre en avant le pilotage et l'exploitation de la voiture. Tout à fait. Donc, en fait, on essaye de mettre toutes les voitures dans un espace de, on va dire, 4/10 autour. Vous savez que, vous le savez peut-être pas, mais si vous prenez 2 voitures de la même marque, ils n'arrivent pas à les mettre à 3/10 près. Donc, on ne peut pas nous demander à nous de faire mieux que ce que font des constructeurs entre 2 voitures qui sont exactement identiques. Donc, on a une fenêtre de performance aujourd'hui qui est de 4/10 environ. Donc, notre travail, c'est de les mettre dans cette fenêtre. C'est ce qui est fait. Et après, dans la performance, vous avez donc la voiture de base qui a été mesurée dans un wind tunnel, je trouve plus le mot en français, une soufflerie, et qui permet de donner quelques différences de poids ou de puissance qui sont faibles. Après, vous avez effectivement le fait qu'il faut quand même qu'on puisse balancer, donc équilibrer les voitures qui sont les LMH et les LMDH, parce qu'il y a des 4 roues motrices d'un côté et des 2 roues motrices de l'autre, et puis des petites différences. C'est ce qu'on appelle l'équilibre des plateformes. Et puis après, s'il reste des différences, on peut balancer chaque marque. Mais ça, c'est une partie de la performance. Il y a aussi dans la performance la stratégie, le pilotage, le choix des pneus, la gestion de la course, toute l'exploitation qui prend au moins 30 ou 40% de la performance, du résultat de la course. La balance de performance, c'est un élément important, mais ça ne fait pas tout. Est-ce que vous attendiez justement à ce que l'aspect humain soit autant surligné? On a pu le voir à Spa, à Imola, ou même au Qatar. Ce sont les victoires ou les défaites, justement, se sont jouées sur des erreurs humaines. Est-ce que vous attendiez, vous, à ce que les équipes d'exploitation soient autant mis en avant avec ce règlement? Oui, parce qu'à partir du moment où vous avez des voitures qui sont extrêmement proches, la différence, vous n'allez la faire que... Sur le détail. Exactement. Et sur donc, la stratégie a pris une part importante. Alors c'est vrai que c'est assez facile pour les concurrents. Quand vous gagnez, c'est la stratégie. Quand vous perdez, c'est à cause de la balance de performance. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop en parler, parce que je pense qu'on perd tous les fans en rentrant dans ce genre de débat. Mais est-ce que vous pensez quand même que c'est perfectible? Encore, quel bilan déjà vous tirez depuis l'intronisation de cette BOP? Est-ce que c'est encore perfectible? Vous parlez de 4/10. On a certains constructeurs, français notamment, qui étaient un peu plus loin à Spa et qui, sans le dire, on manque de rythme, quoi. C'était un petit peu ce qui était dit, mais on sentait qu'il y avait autre chose derrière, peut-être. Oui, alors, d'abord, on a beaucoup appris l'année dernière, parce que c'était la première année où on a vraiment instauré, en 2022, on avait peu d'hypercars. Donc en 2023, c'est vraiment l'année où ça a vraiment commencé. Oui.
Donc on a pris beaucoup de data l'année dernière, ce qui a permis de faire une balance de performance cette année, enfin de base, beaucoup plus précise. Et puis après, la balance de performance, c'est pas un oreiller de paresse. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous dire, je vais faire une mauvaise voiture, parce que de toute façon, alors je dis pas que les voitures sont mauvaises, bien sûr, on l'a compris. mais si je fais une voiture moins performante, de toute façon, c'est pas très grave, parce que la balance de performance va mettre à niveau. Mais non, c'est pas de la compétition, ça. On peut pas juste niveler par le bas ceux qui ont fait un bon travail et les ramener sur ceux qui ont fait un travail qui est peut-être... Voilà, on a le droit d'avoir une voiture plus performante qu'une autre. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de cette fenêtre de 4/10. Donc nous, le but des techniques, c'est de mettre ces voitures dans cette fenêtre. Alors après, on peut être en bas de la fenêtre. Et après, il faut travailler. Parce que, regardez Porsche. Porsche a fait des progrès considérables entre 23 et 24. Et ça, c'est pas la balance de performance. Elle sera modifiée avant Le Mans ? Alors la balance de performance au Mans, elle est différente. Elle ne tient pas compte des courses du WEC, parce que le circuit est un circuit complètement différent. Et la balance de performance du Mans, elle est déjà faite. Et tout le monde la connaît. Vous n'entendez pas trop parler, parce que tout le monde ne veut pas en parler, mais elle est déjà faite. Donc je suppose que pour faire un pronostic avant les 24 heures du Mans, on est à un mois de la course, c'est compliqué. Oui, je pense que c'est difficile. Vous savez comment, de toute façon, tout est toujours possible. On a vu que l'année dernière, toutes les marques qui étaient présentes ont mené la course à un moment donné. On peut avoir des orages au Mans, on peut avoir... voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Donc c'est toujours difficile. Après, on voit qu'il y a des équipes en ce moment qui sont plus en forme que d'autres. En tout cas, plus compétitives que d'autres. On dirait Porsche peut-être, Toyota, je ne sais pas. Ferrari aussi, il y a du potentiellement. potentiel. Quand il ne se saborde pas, en tout cas. Oui, mais je crois aussi que, regardez, BMW à Imola n'était pas si loin. Ils ont fait quelques erreurs de stratégie ou qui leur ont coûté quelques pénalités, mais ils étaient pas loin du tout. Et je pense que Alpine a fait d'énormes progrès entre Imola et Spa. Cadillac sera là. Il y aura 3 Cadillac au Mans. Sébastien Bourdais, c'est Sébastien pareil, Bourdais. Guillaume. Moi, c'est même pareil. Je reste dessus. L'année dernière, je n'ai pas porté chance, donc je ne dis rien cette année. Je ne dis rien, sinon je vais me faire Voilà. ronfler. Et puis, je pense que la Peugeot sera aussi bien au Mans, parce que c'est une voiture qui a été taillée pour le Mans. Au Mans, c'est la course phare du calendrier malgré tout, même si les autres manches prennent de plus en plus d'importance. Il n'y en a qu'un seul qui gagne à la fin. Généralement, les constructeurs viennent pour gagner le Mans. Est-ce qu'on peut espérer, dans les 3, 4, 5 années qui arrivent, conserver un tel nombre de constructeurs, ou au moins rester supérieur à ce qu'on avait connu peut-être au début de ce WEC version moderne? Alors, il faut garder les pieds sur terre. Avoir 9 constructeurs, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et vous savez que la course automobile, ça évolue par cycle. Donc, il est évident qu'on ne peut pas garder 9 constructeurs éternellement. Mais par contre, je pense que l'objectif d'avoir au minimum 5 constructeurs est un objectif raisonnable à terme. Mais après, à nous de garder un règlement qui reste très attractif, et puis de garder surtout l'ADN du Mans, puisque c'est pas la course est une chose, mais on vient aussi pour tester, pour démontrer les nouvelles technologies. Je pense que l'introduction de l'hydrogène, l'introduction des nouveaux carburants qu'on a fait récemment, voilà, ce sont des choses extrêmement intéressantes à exploiter par les constructeurs, et ça nous prépare pour la mobilité de demain. Alors une chose qui peut-être n'est pas très connue du public, mais depuis 2022, le carburant qui est utilisé aux 24 heures du Mans et au championnat du monde d'endurance, c'est d'ailleurs, je crois, sur toutes les courses qui sont liées à la CO, il n'y a pas une goutte de pétrole dedans, on est d'accord? Non, effectivement, avec Total, on a été les premiers à introduire ça en course. Donc c'est un carburant 100% renouvelable qui est fait à base de résidus vinicoles, de la région de Bordeaux d'ailleurs, il faut le dire. C'est du grand cru? Non. Mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qui nous a permis d'économiser, enfin de réduire de 70% les émissions de CO2 de nos voitures. Et la transition s'est faite sans aucun souci. Et aujourd'hui, effectivement, tous les championnats, puisque l'European Le Mans Series, la Michelin Le Mans Cup tournent avec ce carburant. Avec le même niveau de performance que le pétrole classique utilisé avant? Alors, je crois qu'ils avaient perdu quelque chose comme 1 ou 1,5% de performance qu'ils ont rattrapé d'ailleurs depuis. Donc, oui, effectivement, c'est quasiment les mêmes performances. Vous avez évoqué le championnat Asian Le Mans Series et au mois de janvier, on avait pu en parler. Il y avait peut-être la possibilité un jour de voir les hypercars aussi en Asian Le Mans Series. C'est toujours d'actualité, c'est toujours en réflexion?
Alors c'est en réflexion. Il y a deux éléments qui nous poussent vers cette solution. La première, c'est que les teams asiatiques aiment beaucoup les marques. Et les gens qui financent les programmes en Asie, ils veulent avoir une grande marque. Ils veulent avoir une Ferrari, ils veulent avoir une Porsche, ils veulent avoir une Chevrolet, enfin voilà. Et donc c'est vrai que Oreca, Ligier, c'est des très très belles marques pour les connaisseurs, mais ce ne sont pas des grandes marques pour le grand public. Et donc c'est difficile de les attirer vers le LMP3 et le LMP2, même s'il y en a aujourd'hui qui le sont. Mais donc c'est pour ça qu'on se pose la question de l'hypercar, parce que là on a des marques. Après, l'hypercar est une voiture assez compliquée à exploiter. Ça demande des ingénieurs, ça demande beaucoup de compétences. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ça pourrait être le cas aussi en ELMS, ou pour l'instant on préfère protéger les LMP2 ? Non, le LMS, ça reste la catégorie LMP2. On a parlé des nouveaux carburants, on va parler du programme hydrogène, puisque vous nous avez annoncé qu'Adrien devenait l'un des pilotes. On en est où de ce programme alors précisément aujourd'hui ? Alors ce programme, vous savez, le moteur thermique, il a mis du temps à se développer, donc on ne peut pas développer l'hydrogène comme ça en claquant des doigts. On a commencé à y travailler dès 2018, on était même un peu seul à croire en l'hydrogène à l'époque. On voit aujourd'hui que notre premier objectif est atteint, puisqu'on a des constructeurs qui se sont déjà annoncés, que ce soit Toyota, on sait qu'Alpine a dévoilé une voiture à Spa il n'y a pas longtemps, la dernière course, et on connaît leurs ambitions, et il y a tout un groupe de travail de constructeurs avec lesquels on est en train de construire le règlement hydrogène qui permettra à ces voitures de rouler à l'horizon 2028. Mais ce programme avance bien. Alors, nous, on a une voiture laboratoire qui s'appelle... Là, on a commencé avec une première voiture qui s'appelait la LMP-H2G. C'est un nom un peu... un nom de code. Ensuite, il y a la H24 que vous connaissez aujourd'hui, qui était déjà un progrès. Et il y a la troisième évolution qui va arriver, que nous vous présenterons en avant-première au Mans, puisque la voiture sera là en statique. La H24 Evo, c'est celle-là qu'à terme, Adrien pourra piloter. Une voiture beaucoup plus aboutie, avec une pile à combustible plus puissante, un poids plus léger. Ce sont des voitures qui font du bruit. Il faut le rappeler aussi. Parce que alors, parfois, ce sont des voitures qui font du bruit. Alors, il y aura deux sortes de voitures d'hydrogène qui font du bruit. Il y a les voitures à pile à combustible, qui restent une voiture électrique, puisque la pile fabrique de l'électricité qui alimente des moteurs électriques. Mais il y a un compresseur sur ces voitures pour pousser l'oxygène dans la pile qui fait du bruit. Et un avion au décollage. Moi, j'ai eu la chance de conduire la LMP-H2G, et je peux vous dire que dans la voiture, ça fait du bruit. Et voilà, ça fait effectivement un bruit de turbine. Et puis, il y a une deuxième technologie possible pour venir en hydrogène, qui est le moteur thermique. Donc, la voiture d'aujourd'hui, sauf qu'à la place de l'essence, vous allez mettre de l'hydrogène dedans. Et cette voiture-là, elle fait le même bruit qu'une voiture à essence. Donc, pour les passionnés du bruit, ça va continuer. Et ça amène énormément de questions pour les voitures de série, évidemment. On l'a récemment dit que c'était un laboratoire roulant les 24 heures. La grande question avec cet hydrogène liquide, c'est la conservation, parce que c'est un liquide qui s'évapore. Est-ce que vous pensez que la compétition peut avoir assez d'ampleur, assez de force pour pousser la politique, les politiques gouvernementales notamment, à développer cette technologie-là ? Si vous voulez aller vers le zéro émission de CO2, il y a plusieurs solutions, mais il n'y en a pas non plus beaucoup. Donc il y a effectivement le e-fuel, enfin le carburant sans pétrole, qui est une des solutions, mais qui n'est pas une solution totalement zéro émission. Ensuite, vous avez l'électrique à batterie, qui est une solution qui fonctionne, mais qui est plutôt liée à un usage urbain, en tout cas où on peut faire des plus grandes distances. Et puis il y a le transport lourd, sur lequel la batterie, ça ne peut pas fonctionner, parce que si vous transportez plus de batterie que d'une charge de vos camions, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc l'hydrogène a vraiment sa place pour le transport lourd. Elle a aussi sa place pour le transport, la voiture de tous les jours, puisque quand vous aurez des stations pour tous les transports lourds un peu partout en France, vous aurez la même autonomie qu'une voiture à essence et le même temps de remplissage, ou presque. Je pense que le choix sera assez facile. Après, on gardera certainement pour la voiture légère le gaz,
donc la conservation de l'hydrogène sous forme de gaz. Parce qu'effectivement le liquide s'évapore. Le liquide aura son intérêt pour le transport lourd sur des flottes qui utilisent tout de suite l'hydrogène. Bon, ça sera le cas évidemment en compétition, puisque les voitures ravitaillent et tournent tout de suite, mais ça sera le cas pour des flottes de camions qui utilisent leur hydrogène tout seul. Ça ne marche pas pour une voiture de tous les jours, parce que le liquide, si vous le mettez dans votre garage, le lendemain matin, effectivement, il n'y a plus d'hydrogène dans la voiture. Une question pour Adrien. Un retour aux 24 heures du Mans avec du public, une voiture à hydrogène et Stéphane Ricalmi et Norman Nato dans la voiture, ça fait rêver? Je signe tout de suite. Oui, non, c'est sûr que un retour aux 24 heures du Mans, déjà, ça fait rêver. Et puis dans ces conditions-là, ça serait incroyable. Maintenant, on n'y est pas encore. On est en phase de développement. Cette H24 Evo, elle n'est pas encore roulante. Et il y a du boulot. Mais ce qui est important de souligner, c'est que vraiment, à mon sens, le sport automobile se doit de rester un laboratoire. Et on a beau tourner en rond et amuser les gens, on préfère le faire en émettant zéro CO2. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Et moi, ça m'intéresse de suivre tout ça de près à l'intérieur, même si je suis pas encore aussi pointu que Pierre sur tous les sujets, mais je m'y attelle et j'ai déjà commencé à m'y mettre. Il y a une petite formation de technicien à faire. Ouais. Hâte d'avoir quand même les premières sensations au volant de cette voiture, j'imagine. Bien sûr, je pense que de toute façon, quand on est pilote, vous savez, n'importe quelle voiture, il y a un accélérateur, une pédale de frein. Là, je fais mon pilote basique, mais j'ai été champion du monde avec une voiture électrique. Donc, je suis complètement ouvert à ces technologies-là. Moi, je suis passionné de vitesse, de trajectoire, de compétition. Et encore une fois, si on peut le faire de manière propre, tout le monde est content. Après, s'il y a un bruit, ça, tant mieux. Et c'est le cas avec l'hydrogène. Et encore une fois, je pense qu'il ne s'agit pas de dire que l'hydrogène est la solution pour tout le monde. Comme Pierre l'a très bien dit, il va y avoir une cohabitation entre les différentes technologies. Chaque utilisation dans la vie de tous les jours est différente. Et il y a une solution spécifique pour chaque utilisation. Mais je pense en tout cas que ça mérite d'être exploré. Et on ne peut pas passer à côté. Donc c'est génial de faire partie de cette aventure. Il y a un travail commun, parce que Marc parlait de choix politique, avec la ville du Mans aussi, Pierre Fillon, puisqu'il y a les bennes à hydrogène qui étaient envisagées, les bus également, avec Stéphane Le Foll qui pousse pour cette énergie. C'est un allié pour vous? Oui, c'est un allié, et d'ailleurs il a cru en notre projet dès le départ, puisque vous savez qu'on a installé une station hydrogène au Mans, près de l'aéroport, qui a été faite avec l'appui de la région et l'appui de la ville du Mans. Cette station, elle alimente quelques voitures à hydrogène, notamment une Miraille que nous possédons à la CO, et puis un bus à hydrogène qui aujourd'hui est expérimental sur le Mans, mais effectivement, le projet est d'avoir une dizaine de bus à hydrogène à terme et des bennes à ordures, et petit à petit de convaincre des entreprises d'utiliser des flottes pour venir Donc, il y aura bientôt d'ailleurs une station hydrogène qui sera accessible au public au Mans. Ah, mais ça, c'est un projet en cours en ce moment de réalisation. Oui, tout à fait. C'est un projet sur lequel on travaille avec Stéphane Le Foll. Et il y avait des porteurs de projets également, alors qui n'ont pas forcément avancé dans le bon timing, mais d'hydrogène vert autour du Mans également. Ça, c'est important qu'il y ait des chefs d'entreprise localement qui s'intéressent à ce... Alors, c'est un point intéressant que vous soulevez, parce que l'intérêt de ce projet hydrogène et d'H24, c'est justement, ce n'est pas que la voiture. C'est vraiment toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Évidemment, tout ça n'a aucun sens si l'hydrogène est fabriqué avec du pétrole, donc il faut de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, la station du Mans, elle est alimentée par de l'hydrogène vert qui vient de Vendée, qui est de l'éolien, avec Life. Mais on peut fabriquer de l'hydrogène avec d'autres moyens, notamment le chanvre, etc. Et donc, il faut produire de l'hydrogène vert. Donc, il y a toute la production d'hydrogène. Après, il y a effectivement l'utilisation avec la voiture ou le transport lourd, et puis il y a aussi toute la partie avitaillement, puisque c'est ce qu'on dit pour l'hydrogène, qui demande des infrastructures, donc que ce soit du gaz ou du liquide, il y a tout un travail à faire avec les énergéticiens, pour terminer. Donc c'est vraiment un projet qui a beaucoup de sens pour la mobilité du futur. Quel est le plus gros frein aujourd'hui finalement? C'est ce manque d'infrastructures à l'heure où on se parle,
c'est le coût pour les faire, c'est quoi qui pourrait freiner? Parce que quand on entend ça, on a envie de se dire banco, quoi, ça ne pollue pas, on boit presque, même, c'est même pas presque d'ailleurs, vous buvez le verre d'eau après 500 mètres dans Paris. Qu'est-ce qui bloque majoritairement? Qu'est-ce qui bloque? Il y a d'abord encore beaucoup de recherches à faire. Ensuite, ça c'est un peu la poule et l'œuf. Il vous faut des flottes pour que vous ayez des stations qui soient rentables, et il vous faut des stations, un nombre de stations suffisant pour que les gens achètent les voitures. Donc ça, il y a un amorçage à faire qui est en train d'être fait. Et je pense qu'il faut aussi avoir une politique nationale et européenne et même mondiale qui aide au développement de cette technologie. Et puis après, il y a la production d'hydrogène vert qui est un sujet. Donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de recherches extrêmement intéressantes. Il y a des gens qui travaillent sur le stockage de l'énergie sous forme solide. Enfin, voilà, on est vraiment au tout début. N'oubliez pas que le moteur thermique, il a 100 ans. Et il a mis 40 ou 50 ans à vraiment être à maturité. Donc ça sera pareil pour l'hydrogène ou la batterie d'ailleurs. On va parler un petit peu d'infrastructure. Il y a le projet d'agrandissement du musée. Il y a eu l'inauguration de la porte sud il y a quelques jours. Et c'est pour l'accueil du public quelque chose qui compte, j'imagine, pour vous? Oui, alors ça c'était... Alors on va effectivement doubler la surface du musée. C'est qu'on a battu un record au musée en 2023, puisqu'on a eu plus de 200 000 visiteurs. Donc ça c'était une belle... Il y a 1 million de spectateurs qui sont passés sur le circuit l'année dernière, si vous comptez tous les événements du Mans. Et puis l'inauguration de la porte sud et surtout du nouveau bâtiment qui reçoit le PC Organisation, qui est extrêmement important pour la sécurité des patients et pour des formation professionnelle. La sécurité des spectateurs, pardon. Et puis, bien sûr, pour intervenir en cas d'incident. Et avant, tout le monde était installé dans le bâtiment des stands, au 3e étage. Les services étaient séparés. Donc là, ça fonctionnait, mais on pouvait gagner du temps et en efficacité. Et là, aujourd'hui, on a vraiment un plateau entier où on retrouve les services de la CO, donc et tous les services de l'État, que ce soit la police, la gendarmerie, les pompiers, la préfecture. Et aujourd'hui, tout le monde travaille dans le même espace. Et donc ça amène d'abord beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de fluidité dans les décisions, dans la rapidité de la prise de décision. Et puis vous savez, des gens qui travaillent proches les uns des autres travaillent toujours mieux ensemble. Je crois que tout à l'heure vous évoquiez justement le grand stand, le bâtiment principal, la tribune principale où il y a les stands. On parle bien d'une rénovation, pas d'une reconstruction. Hein. C'est bien une remise à niveau, on va dire, de ce bâtiment. Évidemment, le rêve, ça serait de pouvoir tout raser et de tout rebâtir. Mais je pense que vous n'imaginez pas qu'on ne fasse pas les 24 heures du Mans pendant une année. Et puis, la CO ne pourrait pas se le permettre non plus. Parce qu'il y a les 24 heures, mais il y a d'autres, toutes les activités permanentes tout au long de l'année. Donc, la solution, effectivement, c'est d'améliorer, d'approfondir ce bâtiment pour avoir plus d'espace. Et ça se fera en plusieurs étapes parce qu'on ne pourra pas arrêter complètement l'activité du circuit. Il y aura une première tranche après les 24 heures cette année, c'est ça? Non, la première tranche, ça sera après les 24 heures du Mans en 2025 parce qu'il y a tout un travail à faire avant. On avait fait un projet juste avant le Covid. Ce projet, il a 5 ans. Donc on le remet à jour et on l'intègre dans un schéma général sur tout ce qu'on veut développer sur le circuit dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Éventuellement, on pourra peut-être gagner 1 ou 2 places pour les 24 heures du Mans pour avoir quelques voitures en plus. C'était un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Notre objectif, effectivement, c'est d'avoir 1 ou 2 garages de plus. Les premiers coups de pioche cette année sera peut-être pour le musée? Alors, premier coup de pioche pour le musée cette année, effectivement, oui. Un projet qui a pris un peu de retard aussi, un projet complexe parce qu'on est proche de l'aéroport, donc beaucoup de contraintes aéronautiques. Mais voilà, aujourd'hui le projet est fini, on est en train de déposer le permis de construire. Avec donc beaucoup plus, davantage de voitures encore exposées, des collections à l'année et puis des expos provisoires. Il y a Alpine là qui commence justement dans quelques jours. On va inaugurer l'exposition Alpine
d'ici une petite semaine. Je crois que c'est le 25 mars de mémoire. 25 mai. 25 mai, pardon. Et donc il y aura effectivement la collection permanente que nous avons aujourd'hui. Il y aura des collections éphémères comme on a fait avec l'exposition du centenaire. Ça, c'était exceptionnel, évidemment, mais là, l'exposition alpine. Et puis, dans la nouvelle partie du musée, on aura les collections d'un collectionneur assez connu qui mettra à disposition ses collections et on les fera tourner. Donc, ce qui permettra d'avoir des expositions différentes tous les trimestres, quasiment. Et donc, d'avoir un intérêt à revenir au musée régulièrement. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse. On vous proposera une petite surprise, chers lecteurs et auditeurs et téléspectateurs de cette émission, puisque on aura une petite surprise peut-être en rapport avec une marque au A fléché à annoncer d'ici quelques temps, pendant la semaine des 24 heures du Mans. Suspense. Là, on fait du teasing. Ouais, On fait du teasing sur... Ça laisse des portes ouvertes. Le circuit qui pourrait devenir l'un des monuments préférés des Français, qui a été présélectionné, j'imagine que ça... Vous êtes fiers ? Oui, ça c'est vraiment une grande fierté. Et c'est totalement inattendu pour moi, parce que des monuments en France, il y en a beaucoup. Donc voir ce monument nominé, je crois que c'est la preuve de tout le travail qui a été fait toutes ces dernières années, et même depuis 100 ans, pour ce circuit. Et vous, lequel est votre préféré, monument en France? Vous allez voter pour qui? J'ai déjà voté. On ne saura pas. Dans l'isoloir. Sur les événements justement qui se déroulent sur ce circuit, hormis le Mans classique, est-ce que le Grand Prix Explorer par exemple, on sait que on sait pas trop, est-ce qu'il y en aura un prochain, pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, dans les grands événements, effectivement, il y a les 24 heures moto, il y a le Grand Prix moto qui vient encore de battre un record le week-end dernier et qui est aujourd'hui le plus bel événement, enfin en tout cas l'événement le plus fréquenté de toutes les courses de GP moto mondiales. Le Mans bien sûr, le Mans classique tous les 2 ans, les 24 heures camions qui auront lieu au mois de septembre, et il y a ce nouvel événement qui a été un succès phénoménal et qui a j'ai envie, à donner une bouffée d'oxygène, à rajeunir nos spectateurs. Et donc effectivement c'est il n'y en aura pas cette année, on fait une pause, mais on est en train de travailler effectivement avec Squeezie et ses équipes pour envisager la suite. C'est comment de travailler avec ces youtubeurs, influenceurs? Je ne sais pas si c'est un public avec lequel vous avez beaucoup d'accroches, mais est-ce que ça a été simple de travailler ensemble? Oui, finalement ça a été simple. C'était plus... c'est vrai qu'on s'est demandé la première fois qu'on a eu... que l'idée est arrivée... qu'est-ce qu'on était en train de faire, parce qu'on n'avait vraiment aucune idée de ce qui allait se passer. Mais ça a été une tellement bonne surprise. D'abord un engouement exceptionnel. Pour le public, de voir finalement leurs héros en chair et en os. C'est pas, d'habitude, ils les voient à travers un écran. Et je crois que et l'engouement qu'il y a eu derrière, c'était... Ça vous a surpris ? Ah oui, ça nous a totalement surpris. Et ça a surpris aussi les influenceurs. Ils ne s'attendaient pas du tout à autant de ferveur. Et après, un public extrêmement... qui s'est extrêmement bien tenu, extrêmement discipliné, extrêmement patient. Il n'y a pas eu un débordement alors qu'il y avait des queues, parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y a 70 000 personnes. Il était très chaud en plus. En plus, oui. Et moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est des gens vraiment polis. Moi, on m'a demandé à un moment donné où était le Nalope. J'ai répondu où était le Nalope. Et, si vous connaissez, ils ne vous connaissaient pas, peut-être? Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que merci, bonne journée. Enfin, des choses extrêmement surprenantes, parfois. Et donc ça, c'était une belle surprise. Et surtout, quand on est venu le lendemain matin sur le circuit, on avait l'impression que le nettoyage était passé. Le nettoyage n'était pas passé. Et ils avaient tout mis dans les poubelles et tout. Je veux dire, donc vraiment des spectateurs extrêmement disciplinés. Et, voilà. Et ça, c'est une très, très, très belle surprise. Adrien, ça vous a surpris, vous, cet élan autour du GP Explorer, d'aller voir des Formule 4, finalement? Complètement. Parce que, je suis pas vieux avant l'heure, mais j'en connaissais pas beaucoup, moi. Pourtant, je suis pas... j'ai 33 ans, c'était donc il y a 2 ans, j'avais 31 ans. Et c'est vrai que je me suis dit, mince, il faut peut-être que je me remette un peu à regarder YouTube, tout ça, parce que c'est vrai que je les connais pas. Et puis après, ce qui est fort, c'est d'avoir amené un nouveau
spectateurs aussi, des gens qui ne se seraient pas intéressés au sport automobile. Et je crois que quand on est passionné de sport automobile, c'est le plus important. À la fin de la journée, on veut que le sport automobile soit le plus populaire possible. Et si en plus de ça, ça a été fait dans le respect avec des gens bien éduqués, c'est parfait, ça reste dans l'esprit du sport auto. Parce que Pierre-Fion, c'est une porte d'entrée formidable. Moi, j'ai pu discuter avec des spectateurs, spectatrices qui, comme vous le disiez, sont venus pour voir leur héros de YouTube préféré. Et puis, en fait, ils se sont intéressés à la course. Et ils se sont dit, mais Le Mans, j'ai envie d'y revenir, au-delà de YouTube. Voilà. Absolument. Ils ont découvert le circuit. Ils ne s'attendaient pas à voir ce qu'ils ont vu. Et Orange a fait une étude sur les téléphones cette année. Et on a eu la surprise de voir et je pense que tous les enfants n'ont pas un téléphone, mais on a eu 21% du public cette année avait moins de 18 ans. Sur l'ensemble de l'année ou sur... Non, 24 heures du Mans. 24 heures du Mans en 2023. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer alors qu'il n'y ait pas de troisième opus, en tout cas en 2024 ? C'est une question d'organisation peut-être, de timing Oui, je pense qu'il ne faut pas faire des copier-coller ad vitam aeternam. Je pense que les deux épreuves se sont extrêmement bien passées, mais je pense qu'il faut faire quelque chose de nouveau. Et c'est ça, quoi. C'est sur quelque chose de nouveau qu'on est en train de travailler avec Squeezie. C'est la fameuse expérience spectateur. Absolument. Toujours, ça revient. Oui, mais qui vous tient à cœur justement parce que vous voulez que sur ce circuit, on vienne aussi profiter d'un spectacle dans de bonnes conditions. Oui, et puis Le Mans, enfin, moi, je crois que j'ai pas raté une seule édition depuis 1966. Les scores. Mais c'est une course, Le Mans, mais c'est avant tout une fête populaire, c'est avant tout un moment où le temps s'arrête pendant 8 jours, tout le monde communie ensemble, tout le monde se parle, et donc cet aspect populaire est extrêmement important. Et voilà, il faut qu'il y ait une expérience spectateur qui soit de qualité, il faut innover. On a fait beaucoup de choses nouvelles au moment du centenaire. Donc effectivement, ce show du centenaire l'année dernière qui était vraiment magnifique, on va pas le refaire, on va faire quelque chose de différent cette année. Mais voilà, il y a eu un show du centenaire, mais maintenant il y aura un show des 24 heures le samedi soir avec des drones et on racontera d'autres histoires. Et puis on a multiplié les fan zones. Cette année, il y aura un village constructeur qui sera encore plus étoffé, un village hydrogène encore plus grand. Voilà, on travaille vraiment pour chaque année ajouter un peu l'intérêt de venir aux 24 heures. Dans ces plus de 50 éditions, si j'ai bien calculé, j'ai pas fait le calcul exact, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué pour une raison ou pour une autre ? Je veux dire, celle du centenaire m'a marqué évidemment parce que ça elle restera mémorable. Mais la plus belle pour moi c'était, il y en a deux, c'était 69, oui. Donc le fameux final entre Jackie X et la Porsche, et puis 78 avec la victoire d'Alpine qui était magnifique. Et 77, parce que 77 c'est la course où Jackie X change de voiture et c'était du temps où il n'y avait pas de temps de conduite et fait une course incroyable. Voilà, donc ça reste des grands souvenirs, mais il y en a tellement. Il était avec Pescarolo au départ, je crois, cette année-là. Oui. Donc l'équipage un peu rêvé, Monsieur Le Mans et Monsieur Le Mans. Tout à fait. Marc, Guillaume, un mot à ajouter, quelque chose ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette édition 2024 à tous les deux des 24 heures du Mans ? Écoutez, d'abord une réussite et une belle édition comme on en a eu l'année dernière, en espérant une course évidemment sans incident, mais avec toute la dramaturgie qu'on peut voir aux 24 heures du Mans, et puis faire le bonheur de tous les spectateurs. Et puis moi, je vais suivre de près mes deux nouveaux coéquipiers, Norman Nato et Stéphane Riquelme, qui eux ont la chance de rouler. Et puis je vais tâcher d'être un bon ambassadeur pour ma première année dans Mission H24. Est-ce qu'on peut souhaiter à nous, sans qu'on avait réfléchi ce matin, au moment de préparer cette réunion tous les trois. Oui, parce qu'avec nos ingénieurs par ici, et puis exactement. Un équipage qui est plutôt efficace pour cette 5e émission. On se disait peut-être, Pierre Fillon, les gagnants des 24 heures du Mans ont
le privilège d'avoir une belle Rolex. Est-ce qu'on pourrait en avoir une aussi? Merci d'avoir de tête mouillée, Guillaume, d'avoir posé la question. Ah bah, qui ne demande rien à rien. On peut attendre le mois de Écoutez, on juin. va poser la question à Rolex. Je croyais que c'était entre vos mains. Bon, on essaiera. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre Fillon, d'être venu jusqu'à nous dans le studio, ici, dans le grand studio Sweet FM, pour cette émission. Merci, Adrien, également. On vous souhaite Merci beaucoup de bonheur au volant de cette voiture. Et on se retrouvera peut-être, en tout cas, pour une émission bonus dans la semaine des 24 heures. On s'en reparle, évidemment, messieurs. À très vite En route pour les 24 heures.